Merci beaucoup. Jacques Lauer, bonjour. Vous êtes conseiller à la direction des affaires économiques de l'OIF. Fabrice Sachet en visio. Vous êtes vice-président du MEDEF et en charge notamment du projet de francophonie économique. Alors, le sujet de cette conférence de Paris, de cette édition 2021, c'est un monde en transition. Est-ce que nous allons assister à la transition d'un monde anglophone vers un monde francophone ? Je rappelle les enjeux. Commonwealth, à peu près 750 millions d'anglophones. Commonwealth, ça veut dire prospérer ensemble, alors que la francophonie, c'est les pays qui parlent le français. Dès le début, on a l'impression, par rapport aux enjeux du business et de l'économie, que les cartes sont jouées. Les organisations francophones ont été structurées sur des objectifs linguistiques et culturels et non économiques. Comment faire pour changer les choses ? Monsieur Jacques Lauer, je me tourne vers vous. Depuis le sommet de Dakar en 2014, lorsque les États membres de l'OIF avaient donné mandat à l'OIF pour développer une stratégie de la francophonie économique, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été fait depuis 6 ans pour développer cette francophonie économique ? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour Fabrice. Alors, la francophonie économique, elle est née en 97 au sommet de Hanoï. À ce moment-là, on a pris conscience qu'il y avait des relations qui se développaient autour de l'économie, grâce aux échanges de connaissances notamment. Et puis, la formalisation est venue avec une première stratégie économique, c'est juste à Dakar en 2014. Et les États membres ont pris de plus en plus goût à cette économie. Pas l'économie en soi, mais simplement développer des relations entre les États, renforcer la coopération, se faire entendre en tant qu'ensemble de pays qui parlent le français, acquérir des connaissances par exemple pour des politiques publiques, améliorer des dispositifs législatifs, renforcer la sécurité du droit. Et dans tous ces domaines-là, les États ont dit maintenant il faut que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, fasse encore un pas supplémentaire. On l'a fait avec la nouvelle stratégie qui a été adoptée il y a 1 année maintenant et qui décline des programmes spécifiques, notamment pour le financement d'entreprises en croissance, les startups qui sont à la recherche de capitaux et qui n'en trouvent pas, mais aussi pour renforcer les liens commerciaux. C'est le projet des missions commerciales que l'OIF va organiser. En 2022, il y en aura 2. Une première en Asie du Sud-Est, au Vietnam et au Cambodge, et puis une deuxième au Rwanda et au Gabon. On vient avec 80 entreprises, on va rencontrer 250 firmes sur place et on va nouer des relations. On va le faire parce qu'on se comprend mieux, l'usage de la langue française. On va le faire aussi parce qu'on a envie de coopérer et de travailler ensemble. Et puis un troisième programme qui est important, c'est celui de la formation des jeunes et des femmes au métier du numérique. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se sont mis en place. La francophonie, là, finance un projet qui permet à des individus de se former et d'acquérir comme ça une meilleure employabilité. Merci beaucoup, Fabrice. Vous êtes vice-président du MEDEF. Aujourd'hui, seulement 16% du PIB mondial est engendré en zone francophone. C'est évidemment quelque chose que les entreprises de la zone francophone ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas s'en satisfaire. En quoi le secteur privé peut-il prendre le relais des actions lancées par les États ? Mon micro est ouvert, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Super. Non, je disais, Dorothée, que tu évoquais en introduction la bascule éventuelle entre un monde anglophone et francophone. Je pense pas, évidemment, que ce soit le sujet. L'objectif, c'est un monde multilingue, si j'ose dire, et c'est surtout d'être utile aux populations, d'être utile aux entreprises, d'être utile aux citoyens. Aujourd'hui, la situation de la francophonie dans le monde, c'est une langue c'est plutôt une aire linguistique qui est en développement, qui s'étend.
Il y a à peu près, selon les estimations, 350 millions, Jacques me corrigera, de locuteurs francophones dans le monde. Si on tire les projections à 2060, certains disent 500, 550, 600 millions, peu importe. En tout cas, ces projections sont dynamiques. Mais derrière ces projections, est-on vraiment certain, que les personnes comptabilisées parlent français? 2, est-on certain que toute personne qui naît dans un pays dit francophone parlera français? Nous, ce qu'on dit, c'est que si on souhaite que le français soit appris, il faut que ce soit une langue utile. Dans la plupart des pays francophones, le français n'est pas une langue choisie, c'est une langue subie, c'est une langue qui est le fruit d'une histoire. Et donc, il faut transformer cette langue qui a été subie en actif. Et la transformer en actif, c'est la rendre utile. Et pour la rendre utile, c'est qu'elle puisse permettre de trouver une formation, de trouver un emploi, de trouver un investisseur, de trouver un partenaire commercial. C'est la francophonie économique. Et historiquement, la francophonie s'est construite principalement sur les questions éducatives, sur les questions linguistiques stricto sensu, sur les questions politiques, de paix, de démocratie, de valeurs. C'est très bien, il le faut, mais il faut aussi organiser les liens, les flux d'affaires entre nos entreprises, entre nos secteurs privés, entre nos économies. Et là, c'est pas les États qui peuvent faire ça. Ce sont les secteurs privés, ce sont les organisations patronales, ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Et donc, toute l'initiative qu'on porte avec les organisations patronales francophones et qu'a porté le MEDEF avec Geoffroy Roux de Bézieux, c'est de dire aujourd'hui, il faut créer un cénacle, il faut créer une organisation permanente, une alliance des patronats francophones qui prend en charge la question de la francophonie économique sous l'angle des liens d'affaires. Et il y a fort à faire, si j'ose dire, parce que on peut créer des coopérations en matière de co-investissement, on peut imaginer des fonds d'investissement avec des poches francophones, on peut imaginer des coopérations dans la formation professionnelle, et on sait bien que le cœur battant de la francophonie économique, c'est en Afrique. On sait bien qu'il y aura énormément de jeunes, c'est une population jeune qu'il faut intégrer sur le marché du travail, que la formation professionnelle est un sujet. On sait aussi qu'il y a des questions de pénurie de main-d'œuvre, que ce soit en Wallonie, en Suisse romande, en France, au Québec, dans un certain nombre de pays. Donc, on peut avoir des choses qu'on construit ensemble. On peut aussi avoir des projections sur des filières d'avenir comme l'hydrogène, et on l'a vu à la REF, sur le numérique, et je vais pas faire toute la liste maintenant. Donc, le cœur du sujet, c'est comment on construit des coopérations entre nos entreprises, comment on les facilite, comment on facilite les flux de capitaux, les flux de marchandises, les flux de personnes, comment on fait pour qu'il y ait un visa d'affaires francophone, pour faciliter les déplacements des hommes d'affaires. C'est une question qui est valable en période de pandémie sanitaire, évidemment, mais c'est aussi une question qui est valable de tout temps. Et donc, ça, c'est les questions concrètes qu'on va traiter dans le cadre de cette initiative. Merci Fabrice. Donc un mouvement de francophonie économique très concret, basé en fait sur des solutions, sur des projets concrets, sur des partenariats. Est-ce que, Monsieur Lauer, dans le cadre de vos fonctions à l'OIF, est-ce qu'il n'y a pas aussi des cadres plus généraux à développer? Je pensais à un cadre, par exemple, juridique, développer un système juridique civiliste ou développer des normes techniques favorables au développement de la francophonie économique, ou des véhicules spécifiques, des fonds souverains interétatiques francophones. Est-ce que c'est envisageable de créer ces structures plus horizontales par rapport aux solutions très concrètes dont parlait Fabrice à l'instant? Merci. Alors, c'est une question. Oui, Fabrice a eu une approche très orientée vers les besoins des entreprises. C'est logique. L'Organisation de la francophonie est un organisme qui a été créé par des États et qui se tourne vers les États membres. C'est avec eux qu'on travaille, c'est eux qui s'alimentent en informations chez nous, c'est aussi eux qui viennent avec des demandes et des besoins. Pour concilier ça, évidemment, l'organisme économique dans lequel vous nous voyez, avec ce que vous décrivez, va beaucoup plus loin que les compétences actuelles de l'OIF. D'une part, parce que nous n'avons pas d'instruments, notamment pour les questions fiscalité,
les questions de normes techniques, mais nous les développons avec des partenariats, précisément avec les organisations internationales qui traitent de ces questions-là. Ensuite, il y a une approche lors des négociations internationales qui se fait, où la partie francophone est très active, notamment avec des conférences ministérielles sur les questions numériques, mais aussi financières, où le groupe francophone se réunit avant et pendant les conférences pour développer ce noyau et cette force francophone. Bien sûr que les éléments qui ont aussi été apportés sont ceux de la formation, parce que il est très important de voir que nous avons affaire à une population jeune quand même très élevée. Ces jeunes doivent être formés, mais pas seulement formés au niveau de la connaissance du français, mais il faut quelque chose en plus. Il faut pouvoir gérer une entreprise, il faut pouvoir être un juriste, il faut pouvoir négocier comme diplomate. Donc, il y a plusieurs compétences en plus à obtenir. Et pour ça, il y a le réseau des universités francophones, par l'association universitaire francophone, oui, qui fait cet effort de chercher à mettre ensemble des universités, favoriser justement ces liens de pays à pays. Toute cette dynamique qui aujourd'hui atteint de plus en plus la société civile, mais aussi des couches de la population qui sont en attente d'emploi, qui sont en attente aussi de logement, de considération professionnelle. C'est un mouvement qui se fait avec les pays, avec les villes aussi d'ailleurs. C'est un point important à souligner et qui doit être soutenu, mais pour lesquels naturellement l'OIF a surtout des projets qui sont de petite envergure pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est les faire monter à l'échelle, d'arriver à toucher beaucoup plus de personnes. 200 à 300 millions de francophones, comme disait Fabrice avant, c'est juste. Ce sont beaucoup, beaucoup d'individus à prendre en charge. Merci beaucoup. Fabrice, il y a un pays, un continent, que l'on a mentionné, c'est évidemment l'Afrique. C'est là où se trouvera dans 20 ans l'essentiel de la population francophone. L'Afrique, il n'y a pas que les francophones qui s'intéressent à l'Afrique. On l'a vu, il y a d'autres puissances étrangères. Et puis, il y a heureusement le continent africain lui-même qui souhaite se développer. Comment assurer que les entreprises qui vont se développer en Afrique utiliseront ou considéreront la langue française comme un atout économique et de développement commercial. Je pense à l'adresse que nous avait faite le président Macky Sall il y a un an à la REF au MEDEF en nous appelant à nous saisir du sujet des échanges commerciaux, des échanges économiques. Et cette année, l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, qui nous a fait la même adresse en disant l'Afrique n'attend pas les francophones. L'Afrique, si les francophones ne s'intéressent pas à l'Afrique, l'Afrique s'intéressera à d'autres secteurs, à d'autres gens, à d'autres langues, à d'autres cultures. Comment faire pour y associer effectivement de près les entreprises pour qu'elles s'intéressent à l'Afrique? Je crois tout simplement que c'est en développant les flux sud-sud, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec cette initiative francophone, c'est de développer des flux croisés entre les pays francophones. Et la francophonie, c'est pas la France, c'est totalement différent. La francophonie, c'est beaucoup plus large que la France. Et donc, tous les flux ne repassent pas par Paris, fort heureusement. Le but, c'est que les Marocains puissent faire des affaires avec les Ivoiriens avec les Malgaches, les Suisses avec les Québécois avec les Algériens, et qu'ils fassent ces flux en français. Et donc, le but de cette organisation, le but des grandes rencontres qu'on a tenues, il y avait 600 PDG francophones à Auteuil fin août. Le but de ces rencontres à l'hippodrome d'Auteuil, c'était à de Longchamp plutôt, c'était justement de faire en sorte que tout le monde se rencontre et puisse échanger des cartes de visite, faire des flux croisés. Donc, si on veut demain qu'un chef d'entreprise africain continue à parler français, parce qu'il y a plein de francophones qui ne parlent plus français dans leur quotidien, tout simplement parce que il y a des entreprises chinoises, il y a des entreprises anglophones, parce qu'il y a des entreprises turques, russes, brésiliennes, et c'est bien normal. Ils suivent les flux commerciaux, ils suivent les flux économiques. Si on veut qu'ils parlent français dans le quotidien de leurs affaires, eh ben, il faut faire en sorte qu'ils rencontrent d'autres entreprises francophones. Il faut faire en sorte que les contrats soient rédigés en français.
Il faut faire en sorte que la technologie qu'ils trouvent se situe dans un pays francophone. Il faut faire en sorte que les financements qu'ils obtiennent soient faits auprès d'organisations francophones, financières. Et donc ça se travaille évidemment parce que les flux, il y a quand même toute une partie de structuration pour faire en sorte que les gens se recroisent. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Quand on voit le nombre d'instituts Confucius qui ouvrent en Afrique, et il y a une stratégie chinoise en Afrique d'acquisition, si j'ose dire, linguistique. On le voit aussi avec les chaînes de télévision. Il y a des investissements massifs qui sont consentis sur ça. Et donc, la langue préempte, ou en tout cas comporte des enjeux forts économiques. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que nos amis anglophones sont toujours en pointe sur l'utilisation de l'anglais. C'est pas totalement un hasard. Et donc, on n'a pas à s'excuser d'être francophone. On n'a pas à s'excuser d'être francophone. On sait qu'il y a des intérêts économiques derrière et on souhaite défendre ces intérêts économiques francophones et on plaide pour un monde qui soit plurilingue, où on puisse utiliser plusieurs langues. Et ça doit être le cas au sein des institutions internationales. Sinon, elles s'appauvrissent. Elles s'appauvrissent avec des effets de bord énormes. On le voit sur l'accès au financement. Pour prendre juste et en terminer par là, un dernier exemple. On parle beaucoup du changement climatique, des COP. Aujourd'hui, il y a énormément de capitaux qui sont fléchés sur la décarbonation. On voit que le Fonds vert pour le climat ne travaille qu'en anglais. On voit que tous ces mécanismes de l'UNF3C ou de la CNUS ne fonctionnent qu'en anglais. Résultat, 1% des financements sont fléchés vers les économies francophones en Afrique. Et c'est pas le manque de projets. C'est parce qu'il y a une difficulté, c'est tellement hermétique, c'est tellement complexe, il y a une difficulté à accéder au financement dans une langue qui est pas la sienne. C'est une barrière de plus pour les francophones. Et ben ça, c'est pas normal. Et donc, notre alliance patronale francophone, elle fera en sorte qu'à l'avenir, il y ait aussi le français comme langue de travail dans un certain nombre d'organismes parce qu'il y a 350 millions de personnes qui parlent français. Et ces personnes-là, comme toutes les autres sur notre planète, elles doivent être respectées. Merci Fabrice. Monsieur Loer, là, ça peut être un combat pour l'OIF, justement, l'utilisation plus renforcée du français dans les instruments financiers internationaux, dans les organisations internationales, dans le Fonds vert pour le climat. Est-ce que c'est pas des sujets dont pourrait s'emparer l'OIF, justement? Et si elle s'en empare, puisque nous sommes présents dans les principales conférences internationales, notamment dans le domaine économique, je pense à l'OMC, je pense aussi à la conférence sur les pays les moins avancés, le PMA, qui aura lieu en janvier. On collabore aussi avec des commissions des Nations Unies sur ces questions de droit, de langue. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, faire connaître les pays francophones et leurs besoins, ça c'est une des activités, une des actions de l'OIF. Et puis ensuite, c'est développer la confiance, c'est-à-dire avec les pays, susciter de l'intérêt pour ces pays-là, pour que les investisseurs voient qu'il y a aussi une dimension économique et rentable en allant vers ces pays-là. Donc oui, c'est une chose dont on s'occupe. Maintenant, l'OIF est, comme je le disais, au service de ces pays. Elle travaille avec eux et le tout, c'est aussi de réussir ensemble ce pari. Merci beaucoup. Alors, je vais finir, puisque je crois que nous avons atteint la fin de cette séquence, par insister sur le sous-titre du patronat québécois qui s'appelle Prospérer ensemble. Alors, vous voyez, on avait le Commonwealth, c'était la prospérité en commun. Le patronat québécois a compris qu'il fallait prospérer ensemble. Et je crois que c'est un bon défi pour les années à venir, pour les entreprises du monde francophone. Merci beaucoup.